bedside when he died, it's just mind-boggling. 22 different meds prescribed by at least 4 different doctors from 4 different pharmacies. And a lot of these prescriptions didn't even have the patient's name or the doctor's name on the label. The labels were just blank. At the most. And by the time I got back up, Michael was so out of it. So whatever he gave him. Et si le roi de la pop n'était jamais vraiment parti? Imaginez un appel d'urgence en pleine nuit, une ambulance filant vers un petit appartement banal, et un homme de 50 ans au sol, inconscient, ne respirant plus. Le cœur du secouriste bat la chamade, la sirène hurle, et puis, un nom murmuré résonne dans la pièce exiguë, Michael Jackson. Ce moment surréaliste, capturé en vidéo, n'est que le début d'une série d'indices étranges suggérant que l'icône pop la plus aimée du monde pourrait encore être en vie. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 10 moments stupéfiants, allant d'observations mystérieuses à des images médicales inexplicables où les preuves s'accumulent, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur les derniers jours de Michael Jackson. Accrochez-vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et préparez-vous à remettre en question chaque rumeur et chaque preuve transmise comme le récit définitif de la mort. Les preuves sont là. Êtes-vous prêt à voir pourquoi certaines personnes croient qu'il marche encore parmi nous? Quand les sirènes ont hurlé, une voix affolée a crépité à la radio. « Urgence! Il me faut une ambulance! Vite! Il y a un homme ici qui ne respire pas !» Les doigts du répartiteur ont plané au-dessus du clavier, puis ont appuyé sur la ligne d'urgence. « Monsieur, quelle est la situation ?» L'appelant a répondu d'une voix tremblante d'urgence. « Nous avons un homme de 50 ans qui ne respire pas, inconscient, j'ai besoin d'aide immédiatement. » Pendant l'appel, l'écran s'est allumé, montrant une pièce modeste remplie d'équipements médicaux et une silhouette solitaire affalée sur un lit. La scène semblait suffisamment ordinaire pour être une salle de réveil privée, mais elle était loin de l'être. Un ambulancier est entré dans la pièce faiblement éclairée, sa respiration lourde d'anticipation. Comment s'appelle-t-il? A-t-il demandé au médecin qui venait d'arriver, un homme qui, à cet instant, semblait totalement impréparé à ce qu'il allait révéler? Michael Jackson, a murmuré le médecin, le nom tombant comme une pièce de monnaie échappée. L'ambulancier a regardé l'homme qui était le sujet de toutes les conversations, l'icône pop, et a senti le froid d'une nouvelle réalité s'installer dans ses os. Personne n'avait prévu que Michael Jackson serait allongé dans un lit d'hôpital, un témoignage silencieux des dernières heures d'un homme qui n'avait jamais vraiment affronté la mort. L'ambulancier s'est souvenu d'une leçon clé de la première fois qu'il avait répondu à un appel d'urgence. Un homme de 50 ans en arrêt cardiaque. S'ils arrivaient à temps, ils pouvaient sauver une vie. Dans ce cas, le patient n'était pas dans le couloir lumineux et animé d'une salle d'urgence bondée. Au lieu de cela, il gisait dans un cadre privé, presque domestique. L'ambulancier a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il a tiré sur sa veste, sa main frôlant le contour d'un flacon de propofol caché dans un coin, un médicament utilisé uniquement en milieu chirurgical pour induire l'anesthésie. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré. La question est restée en suspens, une énigme sans réponse qui se révélerait dans les jours suivants. Plus tard cet après-midi-là, alors que l'ambulancier sortait dans la rue, le monde semblait s'arrêter. Le flux habituel de la circulation était perturbé par un mur de caméras. Des journalistes criant des questions dans des microphones, des fans brandissant des pancartes. La rue devant le manoir où se trouvait la maison était barricadée, une rangée de policiers bloquant l'entrée. La scène ressemblait plus à une scène de crime qu'à une urgence médicale de routine. Pourtant, l'ambulancier n'était pas préparé à une enquête sur un décès. Il avait été formé pour sauver des vies, pas pour fouiner dans les affaires privées d'une icône disparue. La première chose qui l'a frappé fut la présence d'un ensemble de preuves, une collection de papiers et d'instruments qui avaient été laissés à la hâte. Il y avait des seringues, des flacons vides, des aiguilles et un petit sac que le personnel de sécurité de la maison disait être une trousse médicale personnelle que M. Jackson emportait chaque fois qu'il allait à l'hôpital. Mais le sac était manquant. Un sac manquant laissait présager une possible dissimulation, une petite erreur qui deviendrait plus tard une pièce cruciale d'un puzzle grandissant. L'esprit de l'ambulancier, toujours analytique, a commencé à relier ces points. Si le docteur Murray avait laissé le sac là, pourquoi ne l'avait-il pas emporté à l'hôpital?
Et pourquoi un ambulancier et un médecin professionnel, sous les yeux attentifs du public, interrompraient-ils la réanimation cardio-pulmonaire pour nettoyer la pièce au lieu de continuer à faire battre un cœur dans ses derniers instants? Le lendemain, une équipe d'enquêteurs privés est arrivée au manoir. L'équipe était composée de détectives et de spécialistes légistes, des personnes qui avaient été témoins de la manière dont les gros titres pouvaient être façonnés et dont la perception du public pouvait influencer la direction d'une enquête. L'un des détectives avait autrefois été témoin de la chute d'O.J. Simpson et de la méfiance subséquente envers le système judiciaire. Il connaissait le poids de l'examen public et la difficulté de transformer une histoire en affaire juridique. Les détectives ont interrogé le docteur Murray, qui était, à ce moment-là, très sur la défensive. « J'ai administré du propofol plus de 10 fois, plus de 20, plus de 30 fois, a-t-il admis d'une voix neutre. Le détective a enregistré chaque mot dans un carnet, le nombre d'administrations étant un chiffre stupéfiant qui signifiait une dose quasi quotidienne d'un médicament pouvant induire l'inconscience. « L'avez-vous administré avec son consentement ?» a demandé le détective. Le docteur Murray a répondu « Oui, Michael a demandé du lait, mais le lait était du propofol. Il en avait besoin pour dormir. » La confession a révélé que, pendant des mois, le docteur Murray avait aidé la star de la pop à dormir avec un médicament qui aurait dû être administré dans un environnement chirurgical contrôlé. Les détectives ont également interrogé un agent de sécurité qui avait appelé le 911 la nuit précédente. Les images de vidéosurveillance étaient un trésor de moments qui semblaient anodins au premier abord. Les images ont révélé un homme portant un petit sac qui deviendrait plus tard une pièce maîtresse de la preuve. Les détectives ont remarqué un schéma. Le sac médical ne se trouvait pas dans la zone immédiate de l'urgence, mais dans un placard, un endroit caché qui avait été négligé dans la précipitation d'une urgence. La voix du détective résonnait du poids de ce que signifiait faire partie d'un département qui avait autrefois échoué dans l'affaire O.J. Simpson et avait vu l'affaire Marilyn Monroe se dérouler devant les tribunaux, deux histoires de fascination publique et de confusion juridique. Lorsque les détectives ont récupéré le sac, ils ont trouvé un arsenal de drogues, d'aiguilles et de flacons vides qui racontaient l'histoire d'un médecin qui avait pris une décision qui aurait pu sauver une vie. Le sac contenait du propofol et de la lidocaïne, un mélange qui pouvait provoquer l'inconscience. Le sac contenait également des seringues et des aiguilles vides qui avaient été utilisées et jetées dans la pièce. Les détectives ont réalisé que le sac était un témoignage silencieux d'un médecin qui, peut-être dans son propre esprit, avait cru agir dans l'intérêt supérieur du patient. Pourtant, lorsque le patient ne respirait pas, l'hésitation du médecin et l'acte de nettoyer la pièce avant de poursuivre la réanimation cardio-pulmonaire ont envoyé un message qui hantrait les détectives et la police pendant des jours. Les détectives, travaillant dans un département ayant un historique d'affaires très médiatisé, ont ressenti la pression de l'examen public. Ils avaient vu des affaires comme celle d'O.J. Simpson et l'assassinat de Kennedy, où les yeux du public étaient rivés sur eux et où leurs actions pouvaient être disséquées et critiquées. Ils savaient que les enjeux étaient plus élevés avec une figure aussi aimée que Michael Jackson, et ils ont ressenti le poids de cette responsabilité s'installer sur leurs épaules. L'enquête des détectives les a également menés dans la salle d'autopsie, une pièce verrouillée et sécurisée de l'extérieur. Les détectives sont entrés en silence, les portes se sont refermées et le seul son était le léger bourdonnement de la climatisation. L'autopsie a duré des heures, un processus minutieux qui s'est concentré sur chaque centimètre du corps, en particulier le cuir chevelu. Même si Michael Jackson était apparu en public avec des cheveux flottants, le médecin légiste a dû examiner le corps physique réel, un homme qui avait des cicatrices, un cuir chevelu sans cheveux, un contraste frappant avec l'image que les fans avaient aimée. Le pathologiste a noté l'absence de cheveux sur les côtés, la gravité des cicatrices et le fait qu'il n'y avait aucun traumatisme visible pouvant expliquer une overdose. Le rapport toxicologique initial est revenu avec un bilan de santé vierge. Pourtant, l'absence de cause de décès claire a laissé les enquêteurs perplexes. Ce qu'ils ont trouvé dans le corps, cependant, était un paradoxe troublant. Un homme de 50 ans qui avait semblé en bonne santé, dont le corps ne présentait aucune cause de décès évidente. La santé du corps n'était pas le problème. C'était le mystère de pourquoi l'ambulancier avait trouvé du propofol caché dans un coin.
Pourquoi le docteur Murray l'avait administré à plusieurs reprises, pourquoi il avait un sac dans un placard, et pourquoi la réanimation cardio-pulmonaire avait été interrompue un instant pour nettoyer la pièce. Toutes ces questions semblaient ramener à un seul homme, un seul médecin, une seule décision, une seule vie qui s'était terminée trop tôt, ou peut-être prématurément. La voix de l'ambulancier dans l'enregistrement final était calme, reflétant un homme qui avait passé des années aux urgences, sauvant des vies et se tenant maintenant dans une pièce qui semblait à la fois ordinaire et extraordinaire. Il a raconté comment le premier instinct d'un ambulancier était de sauver une vie, comment l'ambulancier avait été formé pour traiter un arrêt cardiaque et non pour rechercher une enquête sur un décès. Comment l'ambulancier avait répondu à un appel d'urgence pour la première fois et comment cet appel avait façonné une histoire qui perdurerait. Les détectives sont retournés au manoir pour trouver un petit placard, un endroit qui avait été négligé dans le chaos. À l'intérieur, ils ont trouvé un sac contenant des aiguilles, des seringues, des flacons vides et le reste des preuves. Le sac semblait être une tentative de garder les médicaments cachés, une petite erreur qui s'est transformée en une pièce à conviction vitale. Il a révélé comment le médecin avait utilisé le médicament dans un cadre privé, croyant peut-être que le patient était consentant, et comment cette décision avait changé l'histoire. Il a également montré comment le médecin avait interrompu la réanimation cardio-pulmonaire pour nettoyer, une décision que les détectives considéreraient plus tard comme suspecte. L'enquête est devenue le récit d'un décès qui pourrait être plus qu'une simple overdose. C'était l'histoire d'un médecin qui, peut-être dans la précipitation ou dans un moment de confusion, a interrompu la réanimation cardio-pulmonaire pour nettoyer la pièce. Le récit était celui d'une histoire qui serait scrutée par le public, examinée par un département qui avait vu tant d'affaires très médiatisées échouer et réussir. Un département qui avait vu l'affaire O.J. Simpson échouer et l'assassinat de Kennedy se dérouler. Finalement, les détectives rassembleraient les preuves, déposeraient les rapports et enverraient les échantillons de sang au laboratoire de toxicologie. Ils rechercheraient la présence de drogue, l'éventuelle overdose et les circonstances qui pourraient expliquer pourquoi l'ambulancier avait trouvé un flacon de propofol caché dans une pièce privée. L'histoire était celle d'un homme qui n'était jamais censé mourir, une histoire qui resterait gravée dans l'esprit de tous ceux qui l'entendraient, qu'ils y croient ou non. Le verdict est tombé après des semaines de témoignages et de détails déchirants. Dans la salle d'audience, le jury a déclaré Conrad Robert Murray coupable d'homicide involontaire, une accusation qui, aux yeux de beaucoup, semblait trop clémente pour un homme qui avait laissé une superstar mourante sans appareil respiratoire ni surveillance. Pourtant, les preuves, chronologie, toxicologie, relevé téléphonique, ont brossé un tableau de négligence si flagrante qu'elle exigeait la conséquence la plus rigoureuse. Les paroles du juge ont résonné dans les couloirs de la justice. Nous n'accusons pas les gens, nous enquêtons sur l'affaire et nous présentons les preuves. Le bureau du procureur avait choisi une accusation moins lourde, peut-être pour éviter un échec très médiatisé rappelant de précédents scandales. Une année électorale, un tribunal bondé, le poids de l'examen public, chaque facteur pesait contre une poursuite pour meurtre au second degré complet. Les conséquences pour le docteur Murray ont été dures. Il ne détiendrait plus jamais de licence médicale dans aucun État, un sort qui, pour la première fois de sa carrière, l'empêcherait de voir des patients, d'effectuer un simple examen de routine. Le tribut personnel était incommensurable. Dans les années qui ont suivi, le poids de ce jugement est resté avec lui, un rappel que certains crimes ne pardonnent pas. Pendant ce temps, le monde a regardé le rideau tomber sur la saga Jackson. Les gros titres étaient remplis du récit du « dernier souffle » de Michael. Mais sous la surface, de nombreux détails sont restés obscurs. Le bureau du coroner, chargé de fournir les réponses finales, avait longtemps été critiqué pour sa gestion de l'affaire. Ce procès a marqué pour certains la première fois qu'un nom de cette catégorie recevait un verdict définitif. Ce fut une clôture douce amère pour ceux qui avaient suivi le déroulement de l'enquête. L'histoire des derniers jours de Michael s'est déroulée dans une cascade frénétique d'événements. Les relevés téléphoniques du docteur Murray ont révélé que, pendant la fenêtre critique de 20 à 25 minutes après l'appel au 911 de Michael, il était occupé par des appels et des courriels, ignorant le fait que son patient ne respirait plus. La voix étouffée de son téléphone, un écho fantomatique dans la pièce vide, était le seul signe de sa présence. La chronologie indique qu'il a commencé à nettoyer la scène qu'il avait créée,
Une tentative stérile de dissimuler la négligence médicale, seulement après que le danger fut indubitable. La stratégie juridique a été compliquée davantage par le plaidoyer. Le docteur Murray, avec ses avocats, a plaidé non coupable, insistant sur le fait qu'il n'avait rien fait de mal. Ses déclarations « Je suis un homme innocent » reflétaient une confiance inébranlable dans son propre récit. Pourtant, les preuves étaient irréfutables. Le mélange de midazolam, de lorazépam et de propofol, l'absence de tout équipement de surveillance et l'incapacité à administrer une réanimation cardio-pulmonaire efficace. La salle d'audience est devenue une scène où la tragédie de la mort d'une célébrité a été jouée pour que tous la voient. La décision du jury, Conrad Robert Murray coupable d'homicide involontaire, était un rappel brutal que le système juridique est conçu pour équilibrer la justice et le pragmatisme. La question de savoir si cela aurait dû être un meurtre au second degré persistait, mais le tribunal a accepté le verdict d'homicide involontaire comme le produit des preuves présentées. Le refus d'une licence médicale dans n'importe quel état semblait inévitable. L'enquête a révélé des schémas de comportement négligents, de mauvaise gestion et une volonté d'exploiter le pouvoir de la célébrité. Les démêlés financiers du Dr Murray, le paiement d'1 million de dollars pour une maison à Las Vegas, avec un prêt immobilier nécessitant 10 000 par mois, semblaient soudain moins un détail personnel et plus un symptôme d'un récit plus vaste d'irresponsabilité. Quelques mois après le procès, le monde a retrouvé ses rythmes ordinaires, mais le souvenir de l'affaire est resté. Un trajet quotidien est devenu une rencontre fantomatique. Une Mercedes verte passante, un regard fugace qui a révélé un visage familier. Pendant un bref instant, le conducteur a pu reconnaître le docteur Murray. Mais au moment où les voitures se sont séparées, la réalisation s'était estompée. La question persistait, avait-il recommencé à pratiquer ? Donne-t-on une seconde chance à quelqu'un après un tel crime ? Le silence de ce moment suggérait que la réponse était, du moins pour l'instant, inconnue. Dans le même souffle, le récit de la mort de Michael reste mêlé au mystère de ses prétendues apparitions posthumes. La vidéo affirme que, dans diverses photographies et vidéos des années 90 et au-delà, le roi de la pop n'a jamais vraiment quitté la scène. Pourtant, les preuves, bien que convaincantes pour certains, restent une mosaïque de détails circonstanciels. L'affirmation selon laquelle Michael marchait encore sur Terre est étayée par une série d'apparitions présumées, d'un homme en costume ressemblant à l'artiste lors d'un événement à New York à une femme en robe rouge lors d'une performance. Chaque apparition, présentée avec des photos et des chronologies, crée une toile d'intrigue. Le récit tisse à travers chaque instance, entraînant les spectateurs dans une conspiration qui maintient le mythe en vie. Alors que nous nous plongeons dans chaque moment en vie, l'histoire prend une cadence rythmée. Chaque affirmation, d'une conversation murmurée dans le hall d'un hôtel à une image floue sur un panneau d'affichage, est disséquée. Le récit demande « Que signifie réellement pour une célébrité être encore en vie ? Est-ce une métaphore, un signe de résilience ou une affirmation littérale ? La vidéo postule que ces apparitions sont plus que des anomalies, ce sont des preuves intentionnelles, une communication secrète aux fans que l'icône pop perdure. Dans les séquences de l'épreuve judiciaire du Dr Murray, l'équipe juridique a soutenu qu'une accusation de meurtre au second degré aurait été plus appropriée, compte tenu du mépris imprudent pour la vie de Michael. Pourtant, l'accusation, équilibrant le sentiment public et la probabilité d'un succès, a opté pour l'homicide involontaire. L'argument de la défense, que le docteur Murray n'avait aucun mobile pour tuer, a échoué face à une chronologie claire d'abandon et de négligence. Les documents juridiques ont mis au jour un contrat entre l'artiste et sa société de gestion qui stipulait une allocation mensuelle pour le docteur Murray. Un chiffre de 150 000 $ par mois, une somme stupéfiante qui aurait pu être la bouée de sauvetage pour les dettes personnelles du docteur Murray, a ajouté une autre couche au récit. La pression financière, associée au désir de maintenir sa pratique, aurait pu pousser le médecin vers un chemin dangereux. Pourtant, le récit reste ambigu quant à l'intention du docteur Murray. Était-il une victime du système ou un auteur de tragédie ? La décision du tribunal suggère les deux. Un homme qui a commis une grave erreur et un autre qui a été tenu responsable des conséquences. Après le verdict, le monde est passé à autre chose. La police, l'équipe juridique et le public ont tous repris leur vie quotidienne. Mais le souvenir de l'affaire est resté. Le récit le présente comme un chapitre non résolu qui continuera de hanter tous ceux qui ont été impliqués.
Le poids émotionnel de cette décision s'est reflété dans la salle d'audience, où les remarques du juge ont souligné la gravité de l'affaire. Il a noté qu'il n'avait jamais vu une affaire comme celle-ci auparavant et que le verdict resterait gravé dans sa mémoire pour toujours. Dans les mois qui ont suivi, une série de rencontres personnelles ont ajouté des couches à l'histoire. Un trajet routinier a révélé un visage familier, une Mercedes verte avec le docteur Murray. Cette reconnaissance fugace a ramené le passé dans la réalité présente. C'était un rappel que la justice, bien que rendue, n'efface pas le passé. Le récit demande si le public peut vraiment oublier une telle figure, ou si l'ombre de l'affaire persiste dans la conscience collective. Revenant au thème de la présence posthume supposée de Michael, la vidéo rassemble les preuves d'observation avec les détails médico-légaux. Le récit suggère que l'image de Michael a été utilisée dans divers contextes, photographies, performances et émissions, pour créer une aura qui a maintenu sa légende en vie. Chaque image est présentée comme la preuve que le roi de la pop a laissé une marque indélébile qui persiste dans la perception du public. Le récit reconnaît que l'histoire est encore incomplète. Les enquêtes policières, les procès, les révélations financières, tout cela pointe vers un réseau complexe qui reste ouvert à l'interprétation. Les enquêtes policières, les procès, les révélations financières, tout cela pointe vers un réseau complexe qui reste ouvert à l'interprétation. Les affirmations selon lesquelles Michael était en vie ne sont pas de simples rumeurs, elles font partie intégrante du tissu culturel qui continue de fasciner. Le mystère de sa disparition et les retombées juridiques créent une histoire continue qui alimente la spéculation, maintient le débat en vie et garantit que la conversation ne se termine jamais vraiment. La conclusion du récit n'est pas une résolution, mais une réaffirmation de la nature durable du mythe. Elle rappelle aux spectateurs que la preuve de la présence posthume de Michael n'est pas un simple fait, mais un composite de nombreux éléments qui s'entremêlent pour maintenir la légende en vie. Chaque observation, chaque document juridique, chaque affirmation ajoute un fil à cette histoire. Elle invite le public à considérer la possibilité que Michael soit toujours parmi nous, non seulement au sens physique, mais dans le cœur et l'esprit de ceux qui l'ont aimé. Chaque fragment de preuve, des murmures d'apparition aux témoignages en salle d'audience, tisse une tapisserie complexe qui invite à une spéculation continue. Il préserve le mythe de Michael, nous rappelant qu'il ait vraiment marché parmi nous après sa mort ou non, la musique, les souvenirs et les questions persistantes maintiennent son héritage en vie, continuant de résonner auprès des nouvelles générations.